puis, euh, d'innovation et de collaboration. Le titre, en fait, c'est renforcer le partenariat dans la recherche sur l'ARN, mais en gros, si vous voulez avoir une idée de l'essence de ce panel, pensez écosystème, pensez continuum de la découverte à l'application et aux joueurs impliqués. À la fois les chercheurs dans les universités que les entrepreneurs, les investisseurs, allant même jusqu'aux faiseurs de politique, au gouvernement. On a un superbe panel pour la dernière session. Et puis, ce dont on va discuter, c'est comment ces différents joueurs-là peuvent collaborer pour mobiliser les connaissances autour des thérapies ou des technologies à l'ARN. Quelque chose qui est arrivé autour du vaccin à l'ARN qui a vraiment frappé l'imaginaire, c'est la rapidité avec laquelle ça a été mobilisé. À un point tel que ça a fait sourciller du monde en disant ça sort de où cette affaire-là? C'est déjà créé depuis longtemps en secret. Mais ce que les gens ne réalisent pas, ou quand on n'a pas eu la chance d'entendre quelqu'un comme Melissa Moore, par exemple, nous donner un survol historique, c'est que une application, en fait, qui reposait sur des échelles de géants et de géantes pour à peu près une quarantaine d'années. Allant de la découverte à l'ARN, comme je vous l'ai dit, il y avait plein de potentiel pour l'ARN. Les premières mentions, justement, d'utilisation de l'ARN comme drogue, comme médicament, étaient quelques années seulement après la découverte de l'ARN. Mais ça a pris énormément de temps avant que ça se mobilise, jusqu'à finalement les premières thérapies à l'ARN, entre autres, Ontrapo en 2018, si je me souviens, juste avant la pandémie. Des découvertes clés à la fois en ARN en tant que tel, comment ces molécules-là interagissent dans la cellule, comment elles sont traduites, comment l'information est encodée, la diversité des types de molécules qui sont impliquées, qui s'est faite au fil des décennies, mais aussi des subtilités comme comment un ARN qui est introduit dans une cellule peut s'arranger pour ne pas se faire détecter par un filet de sécurité qu'on appelle l'immunité innée, par exemple, qui a mené à la découverte d'un méthyle pseudo-U, par exemple, qui est absolument essentiel pour utiliser l'ARN messager comme vaccin, puis qui a mené au prix Nobel à Katie Carico et Drew Weissman il y a quelques années. Bref, c'est vraiment un long processus qui a commencé par de la recherche fondamentale, puis qui a culminé autour de la pandémie, mais vraiment, on était très chanceux que toutes ces découvertes-là avaient été alignées. Quelques-uns des moments clés que je n'ai pas mentionnés, c'est la découverte d'Ontrapo, la découverte, entre autres, du LNP, du lipide nanoparticule, qui est un véhicule pour la livraison de l'ARN. L'ARN est une molécule polaire, instable. Si on injecte ça dans un organisme, ça ne dure pas longtemps. Vraiment, ça ne dure pas longtemps, quelques nanosecondes, puis c'est fini, on n'en parle plus. Puis il y a une raison pour ça. Parce qu'il y a plusieurs pathogènes, des virus, beaucoup d'organismes dans notre environnement qui encodent l'ARN. Puis en général, ce n'est pas notre affaire à nous autres. Ce n'est pas notre génome, puis même qu'il y a des génomes qui essaient de prendre le contrôle du nôtre. Donc, il y a vraiment toute une façon d'empêcher de masquer cette information-là. Donc, c'était l'invention du LNP, ces petites bulles de lipides-là, entre autres, qui ont été développées par Peter Collis, qui est à LNP, qui est à BC, à UBC, puis qui est membre de D2A, par exemple. On joue un rôle très important. Il y a aussi d'autres choses sous-jacentes à ces découvertes-là qui sont transcendent la nature même de la découverte, qui est l'infrastructure ou le niveau de recherche et d'engagement. L'industrie a un rôle absolument essentiel à jouer dans le développement du vaccin. À point tel que si tu vas dans un certain congrès, par exemple, où il y a surtout de la représentation industrielle, bon, on va se faire raconter que c'est eux qui ont développé le vaccin à l'ARN. Puis si on va dans un autre congrès aussi surtout fondamental, bien, ils vont nous parler des vertus de la découverte de la recherche fondamentale, puis c'est eux finalement qui ont mené au vaccin et aux thérapies qui sont en train de mobiliser. La réalité, c'est que c'est un continuum, qu'on était très chanceux que les petits canards soient alignés comme ça juste avant la pandémie. Mais ça s'échelonne sur des dizaines d'années. Puis il a fallu finalement accélérer les choses. En terminant mon introduction, je veux juste mentionner que ça demandait aussi des changements au niveau politique pour accélérer ces découvertes-là pendant la pandémie. Même si pas grand monde aime ça mentionner, c'était le premier terme de Trump, puis il a appelé ça l'opération Lightspeed à l'époque pour vraiment diminuer les barrières au niveau de la politique, au niveau de la mobilisation de connaissances pour accélérer, puis aussi un gros investissement de fonds pour accélérer le développement de ces thérapies-là.
Curieusement, à ce point-ci, on est en train de mettre des bâtons dans les roues chez nos voisins, justement, à cette thérapie-là, mais il faut donner à César qui revient à César, c'est en bonne partie au travers de cette agilité-là, cet investissement de masse-là, puis l'aliment justement de la découverte avec l'industrie qui a fait que ça s'est livré si rapidement, puis on a sauvé des dizaines de millions de vies de cette façon-là. Notre panel aujourd'hui va représenter ce continuum-là. Puis la question qu'on va se poser tout au long, c'est comment on peut collaborer pour créer un écosystème qui est à l'image de ces premières technologies, ces premiers vaccins à l'RNA, mais au Québec et au Canada. Comment on peut capitaliser sur la profondeur de la recherche qui est la nôtre ici au Québec, puis chez nos voisins et nos partenaires, pour vraiment créer un écosystème qui bénéficie à la société. Puis, on a choisi soigneusement nos panélistes pour représenter différentes étapes ou aussi différentes façons de penser dans la mobilisation de connaissances, dans la chaîne de mobilisation de connaissances. Le premier panéliste qu'on a le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui, c'est Mohamed Gabriel Alamé. Mohamed est professeur adjoint de pathologie et de médecine au laboratoire de l'Université de Pennsylvanie. Mais bientôt, il va se joindre à nous. Je ne sais pas si je suis obligé de le dire, là, mais je suis posé de le dire à quel moment, mais bientôt, il va se joindre ici à Montréal. Mais c'est un Montréalais aussi. Mohamed Gabriel Alamé a étudié à Polytechnique. Il travaille sur des petites particules. Il travaille sur les nanomédecines avant que ce soit cool. C'était les particules chitosantes qu'il étudiait. Mais il y a un diplôme aussi avant en immunologie qu'il a obtenu. Puis Mohamed Gabriel Alamé, il a été vraiment au leading edge, comment est-ce qu'on dit ça, à la fine pointe du développement des thérapies à l'ARN. Il travaillait avec le professeur Wiseman, puis il est aussi mentoré, puis travaille très proche avec Kitty Carrico. Donc, il y a beaucoup d'histoires très intéressantes à raconter sur comment ces découvertes-là sont mobilisées. La deuxième panéliste, c'est Véronique Dugas. Véronique est PDG de CQDM. On a entendu un petit peu plus tôt l'importance au travers une présentation un petit peu plus tôt l'importance cruciale que CQDM a joué dans le développement des plateformes pour mobiliser connaissances ARN au Québec. Véronique est PDG de CQDM depuis un mois, mais elle a travaillé à vraiment divers succès de CQDM au fil des années, depuis 2018, je crois. Et puis, auparavant, a joué différents rôles dans l'écosystème québécois. Et c'est vraiment quelqu'un qui sait comment pousser des idées, développer des idées, puis les mobiliser de façon constructive, puis qui réussissent à atteindre leur but. Donc, bienvenue à vous deux. Le prochain membre est en fait Claude Maurras. Claude est conseiller principal au PDG à Axelis. Claude, en fait, représente vraiment les aspects comme gestionnaire et comme investisseur. Mais comme on m'a déjà expliqué, un investisseur, en fait, c'est pas juste quelqu'un qui veut faire du profit, c'est aussi un visionnaire. Parce qu'il faut être capable d'analyser, de comprendre le potentiel d'une idée, et dans ce cas-ci, un domaine, même d'un écosystème, puis de voir la trajectoire, d'évaluer la possibilité de la trajectoire entre l'état actuel puis le potentiel, soit pour une compagnie, dans ce cas-ci, c'est pour notre société, pour notre province, etc. Donc, bienvenue, puis merci de jouer ce rôle important dans notre chaîne de discussion aujourd'hui. Et finalement, je voudrais inviter M. Cédric Héroux. Cédric est CEO de BioDexpress. Lui, il représente l'aspect plus industriel. Dans le chaînon, Cédric a 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Il a développé au développement de plusieurs modalités de services puis d'innovation en industrie pharmaceutique, mais il a particulièrement contribué au développement des processus de qualité puis d'efficacité opérationnelle à différents aspects dans les phases précliniques du développement de l'innovation. Son expérience, en fait, est très large au sens industriel, puis a occupé différents postes assez importants de gestion et de direction dans des petites compagnies comme JSK, Jubilant Radio Pharmaceutical et Essilor. En fait, si vous passez ça à 15 dans le nord, là, vous regardez à gauche, la 15 quand vous en allez vers le nord. Ouais. Vous allez voir une belle bâtisse là-bas, puis c'est Cédric, ça. Quand il y a un porte, vous parlez d'ARN. On a vraiment un panel qui représente le continuum de l'innovation, de la découverte à l'application. Puis je suis très content. Merci beaucoup de venir aujourd'hui. Je vais vous donner 4 minutes à chacun pour vous présenter puis donner votre perspective sur les choses. Puis après ça, on va attaquer les questions.
Donc, on peut commencer par toi. C'est bon. Bon, bonjour. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas un peu, je suis Mohamed Biroyel, je suis prof à l'Université de la Pennsylvanie et puis aussi cofondateur de quelques compagnies qui ont travaillé dans le domaine de l'ARN. Certaines compagnies sont axées sur le développement de l'ARN messager et d'autres compagnies qui sont axées sur le développement en fait du système de livraison et les lipid nanoparticles. Mon laboratoire vraiment s'intéresse au développement des systèmes de livraison, surtout les systèmes de livraison lipidiques, et de comprendre un peu tout ce qui est structure, activité, et en lien comment ça se traduit par l'efficacité et la toxicité de ces systèmes. Donc, on fait beaucoup de recherche qui est fondamentale, mais en même temps, c'est très translationnel, parce que on est un peu au centre de comment trouver des solutions pour des chercheurs qui font des découvertes, qui commencent à découvrir que ce soit c'est quoi la fonction d'un gène, les mutations qui font en sorte qu'un gène, on peut le corriger ou pas, etc. Tous ces gens-là, normalement, ont besoin de quelqu'un qui va les aider à vraiment translater, si vous voulez, ces découvertes ou cette compréhension de ces systèmes. Et ce que mon laboratoire, en fait, fait, c'est essayer vraiment de trouver des solutions. Une approche qu'on utilise dans mon laboratoire, c'est vraiment l'interdisciplinarité. Donc, on est un groupe d'ingénieurs, de biologistes, d'immunologistes, de médecins, etc., qu'on travaille tous ensemble pour vraiment trouver ce genre de solution. On s'intéresse à la fois au fondamental, parce qu'il faut toujours se poser les questions pourquoi et comment, mais en même temps à comment accélérer vraiment le développement et de ces innovations et comment les commercialiser. Donc ça, c'est vraiment un aspect très important de mon laboratoire et de ma recherche. Ce qui a fait en sorte que dans les 5 dernières années, on a créé 2 entités ou deux entreprises, dont une entreprise qui a été achetée par un un géant du pharmaceutique. Et on a une entreprise ici à Montréal qui fonctionne dans le domaine de l'ARN et qui aide en fait. Et la mission de cette entreprise, c'est vraiment d'aider l'écosystème canadien et québécois pour innover. Donc, on fait de la production, de l'optimisation des procédés, etc. Donc, il y a toujours un aspect vraiment de développement, de translation, de voir, de discuter avec les gens, de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et comment on peut vraiment les aider par des solutions très spécialisées. Donc, c'est ça un peu en général ce que je fais. Puis, je suis ici pour discuter un peu de mon expérience et de répondre à quelques questions, puisque j'ai un peu un pied au Québec et un pied aux États-Unis. Donc, je peux un peu bénéficier des deux côtés de mon expérience. Merci. Gabriel. David? Oui, avec plaisir. Véronique Dugas, nouvellement PDG au CQDM, mais j'y suis depuis nombre d'années. À la base, j'ai un parcours scientifique. En fait, j'ai complété un doctorat en immunologie pour ensuite me joindre à une organisation qui était, somme toute, assez jeune à l'époque, qui s'appelle Mitacs, que vous connaissez possiblement, qui est vraiment au cœur de l'innovation au Canada et qui a pour mission de promouvoir l'innovation au sein des entreprises et promouvoir la formation de la relève aussi. Et tout ça via la réalisation de stages collaboratifs publics-privés. Donc, j'ai passé environ 7 ans chez Mitacs dans divers rôles. Tout d'abord en charge de l'élaboration de processus d'évaluation et de sélection des propositions. Puis par la suite, il y avait un désir grandissant de la part des bailleurs de fonds gouvernementaux que les organisations qui reçoivent des fonds publics soient mieux en mesure de communiquer à propos des retombées des programmes qu'ils mettent en place. Donc, à cette époque-là, on a fondé un premier département d'évaluation de programmes chez Mitacs que j'ai pris en charge. Puis mon rôle à ce moment-là, c'était vraiment de collecter des données par rapport aux retombées, aux résultats des différents programmes qui étaient mis en place pour s'assurer qu'il y ait vraiment un bien fondé dans l'administration de ces programmes-là. Donc, après un certain nombre d'années, j'ai eu l'occasion de me joindre au CQDM. Pour moi, c'était vraiment un retour aux sources vers les sciences de la vie et la santé, qui est un peu mon dada. Donc, je me suis jointe en 2018 pour diriger ce qui s'appelait à l'époque le FACS, le Fonds d'accélération des collaborations en santé. Il s'agissait d'un fonds de 75 millions qui avait été mis sur pied par le gouvernement du Québec
le CQDM avait obtenu le mandat de gestion de ce fonds-là dans le but de permettre la réalisation de grands projets collaboratifs avec des retombées structurantes pour l'écosystème. Donc, souvent au CQDM, on va financer des projets de recherche collaboratifs, publics-privés, qui vont servir à la fois l'équipe de chercheurs en milieu académique et l'entreprise qui participe au projet. Mais là, quand on parlait de FACT, c'était vraiment... Il y avait des attentes que ce qui était mis de l'avant pendant le projet rejaillisse sur l'écosystème pendant de nombreuses années. Donc, développement de plateformes, de nouveaux services, aider les entreprises de l'écosystème et tout ça. Donc, ça a été ma porte d'entrée au CQDM. Par la suite, j'ai occupé différentes positions qui m'amènent jusqu'à aujourd'hui dans le rôle de PDG. Pour ceux qui connaîtraient mal ou pas encore l'organisation, je l'ai mentionné un peu, on est aussi au cœur de l'innovation en milieu biopharmaceutique en particulier, où notre rôle vise à créer puis initier de nouvelles collaborations entre des entreprises d'ici, du secteur biopharmaceutique. On peut penser à des biotech, mais des CRO, des CDMO aussi, avec les chercheurs de la province et avec les grands centres pharmaceutiques au niveau global. Donc, on est vraiment à la croisée de ces trois parties prenantes-là afin de stimuler un plus grand nombre de collaborations. Puis nous, on soutient financièrement la réalisation de projets de recherche qui vont émaner de ça. Autre élément pertinent à mentionner à propos du CQDM dans le cadre du contexte aujourd'hui, c'est notre rôle dans le cadre du projet mobilisateur ARN ou ARENA. C'est aussi un mandat qui a été obtenu par le CQDM, par le gouvernement du Québec pour vraiment venir mobiliser les différents acteurs de la province, qu'ils soient publics, privés, autres organismes à but non lucratif, pour faire avancer puis contribuer à notre façon à faire progresser la filière des thérapies ARN au Québec. Je vous remercie. Cool. Merci. Excellent. Merci. Moi, je ne viens pas du tout des sciences de la vie. Je suis un spécialiste en observation des images satellites et de la géomatique. J'ai été engagé par la suite au programme Paris du CNRC pendant plus de 15 ans. J'ai accompagné plus de 1000 compagnies à se créer ou en tout cas soutenir leur croissance en structurant des projets de recherche et développement. Ensuite, j'ai été directeur exécutif d'un réseau pan-canadien de 12 ministères en transfert de technologie. Je me suis retrouvé au CRSNG où j'attribuais des chaires de recherche et d'excellence et des grands projets parce que l'expérience de Paris. Par la suite, le privé est venu me chercher. Je suis allé travailler à la compagnie Premier Tech, qui est une multinationale, chiffre d'affaires de 1 milliard, à Rivière-du-Loup, où j'ai été directeur corporatif responsable du financement de tout ce qui était innovation et recherche et développement pour les 28 installations que nous avions à travers le monde. J'ai décidé de faire un changement et de donner au suivant. Avec la couleur de ma barbe, ça explique qu'il y a eu quand même pas mal d'expérience. Et en discussion avec Axelis, j'ai décidé de venir donner un coup de main à cette organisation-là, une OBNL, qui, son mandat, c'est de valoriser la recherche publique au Québec, que ce soit par l'exploitation de licences ou que ce soit par la création d'entreprises. Vous savez que le spectre d'intervention pour prendre une innovation à sa base en TRL très en amont pour l'amener en un TRL neuf, le chemin est très long. Donc, dans le cadre de mobilisation ARN, c'est ce qu'on veut faire. On a une implication là, de très haut niveau, puis j'en parlerai tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Claude. Merci encore d'être ici. Cédric? Merci. Moi, je suis l'extraterrestre. Donc, je représente l'industrie. Non, mais on est gentil quand même, vous allez voir. Biodextris, c'est une compagnie qui est une compagnie de développement et de fabrication à façon. Donc, on n'a aucun produit qui est à nous. On travaille sur différentes plateformes, mais la plupart du temps, c'est des entreprises innovantes qui vont venir nous aider, qui vont venir chez nous aussitôt que dans la recherche, la découverte d'un candidat futur, potentiel, qu'on espère va devenir un traitement pour un patient, ou vont déjà avoir leur propre candidat, ils ont besoin de le fabriquer pour des phases précliniques, cliniques. Et c'est vraiment ça notre cœur à nous autres. Donc, Biodextris vient d'ouvrir des nouvelles installations sur la bord d'autoroute. Vous êtes tous bienvenus à visiter pour vrai. À gauche. À gauche, oui, c'est ça, quand on s'en va à gauche. À gauche, magnifique building. C'est unique au Québec aussi. C'est 5 salles de fabrication qui sont faites pour fabriquer les lots cliniques. Éventuellement, on espère aller chercher nos licences éventuellement pour faire du commercial également. Le but de Biodextris dans ces nouvelles installations-là, on a toujours fabriqué des petits lots à haute valeur ajoutée. Okay? Je crois personnellement que le Québec est exceptionnel dans tout ce qui est
un petit peu plus petit, puis entrepreneurial. La grosse fabrication, on est capable dans différents domaines, mais c'est quand même pas ça qu'on fait le mieux. Donc, nous, on croit beaucoup à toute ces niches-là. Ça peut être du orphan drug, ça peut être des petits volumes aussi. On parle de produits habituellement extrêmement complexes que les grosses pharmaceutiques de ce monde ne veulent pas faire eux-mêmes ou ne voudront pas investir. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est que l'idée, c'est qu'on a des magnifiques installations qui ont coûté très cher et pour lesquelles on est chanceux, c'est notre propriétaire qui a investi. On veut mettre à contribution ces installations-là pour, encore là, en restant dans le cœur de la complexité, d'innovation. Mais moi, ce que je fais bien, c'est la fabrication de l'eau clinique. Que ce soit de la biofabrication ou qu'on fasse de l'ARN ou qu'on fasse d'autres molécules, on a des installations qui sont prêtes à ça. Souvent, c'est de rentrer des équipements. Donc, on cherche beaucoup de partenariats avec des compagnies innovantes qui vont arriver avec des technologies d'ARN, avec des technologies, ça peut être des lipides nanoparticules, ça peut être n'importe quoi. Nous, je ne développe pas ces produits-là. Moi, je les fabrique selon des normes spécifiques. Okay? Fait que l'idée, c'est que je sais que ça fait peur souvent aux innovateurs, là. Je n'ai aucun IP et je n'en veux pas. Okay? Vous venez chez nous, on vous accompagne, on travaille avec vous. Si on a une récurrence, bien, on est prêt à investir dans des équipements qui vont permettre des fois de garder. Si vous avez une belle plateforme, bien, ça permet de garder le client plus longtemps parce que là, si on fait un premier lot, on travaille chez les animaux, on veut se rendre chez l'humain, c'est là où nous, on rentre en jeu. Vous arrivez avec la recette, moi, j'exécute la recette. Et c'est vraiment ça, la business de Biodextris. On démarre au niveau transfert technologique et je fais tout ce qui est études analytiques également. On a un magnifique laboratoire analytique, donc tout ce qui est études de stabilité, long terme, dégradation forcée, ces choses-là, c'est ce qu'on offre à tout le monde. Et on veut un peu partager la bonne nouvelle. Comme j'expliquais à Thomas, l'idée, c'est d'être capable que les gens sachent qu'on existe et qu'on n'ait pas peur de venir nous voir et de poser des questions des fois parce qu'on a une idée, on ne sait pas comment la pousser plus loin. Bien, n'hésitez pas à venir poser des questions, on va y répondre en amont. Souvent, ça va vous aider à prendre des décisions plus tard. Merci. C'est un beau prénom. Je suis pas mal excité. J'espère que vous l'êtes autant que moi. Première question pour Véronique et Claude. Catégorie écosystème d'innovation. Vous êtes prêts? On dirait Le Québec connaît en ce moment un momentum quand même incroyable au niveau des technologies de thérapie à l'ARN. Qu'est-ce qui fait que cet écosystème-là est particulièrement fertile pour la mobilisation de découvertes vers les applications industrielles? Puis spécifiquement, quel est le rôle, quel rôle peuvent jouer CQDM et Axelis dans cette accélération? Je débute. Complète. Faut savoir, j'ai quelques éléments de réponse à cette question-là, en particulier la première partie, parce qu'on se l'est posé beaucoup il y a 2 ans, quand on était approché, on avait des discussions avec le gouvernement du Québec pour se dire, est-ce que la filière de thérapie ARN, c'est un créneau qui a du potentiel pour nous, puis sur quoi on se base dans la prise de décision? C'est peut-être une évidence, mais si on regarde le contexte de manière un peu plus large, en termes de sciences de la vie et développement du médicament, le Québec est un chef de file en développement du médicament, a tout ce que ça prend pour amener de nouveaux vaccins, de nouveaux thérapeutiques, de la découverte jusqu'au marché. On a des chercheurs, on a plusieurs établissements de recherche de très, très haut calibre, beaucoup de chercheurs en sciences de la vie. On a une panoplie d'entreprises de services qui sont là pour épauler cette transformation-là et tout le translationnel. Donc, ça partait de là. Ensuite, en termes un peu plus précis pour tout ce qui a trait à l'ARN, le nombre et la qualité des chercheurs qu'on a en ARN, je ne vous l'apprendrai pas. Là, au Québec, on score beaucoup plus haut que la proportion d'individus qu'on a au Canada. Donc, il y avait un alignement évident de ce côté-là. Peut-être quelque chose que les gens sont moins au fait, c'est qu'on est quand même chanceux au Québec en termes de support à l'innovation. Il y a beaucoup, beaucoup d'organisations de soutien et il y a des investissements massifs qui sont faits par le gouvernement provincial lorsqu'on se compare aux autres provinces, qui font en sorte que c'est un environnement puis un écosystème favorable au développement d'un nouveau créneau comme ça. Puis au moment où on se posait ces questions-là aussi, il y avait l'arrivée de Moderna qui venait tout juste de se faire. Donc clairement, ils ont vu quelque chose
d'inspirant au Québec et d'accueillant. Puis évidemment, il y avait eu l'octroi aussi de 165 millions de financement gouvernemental à D2R. Puis là, on voyait toute la recherche qui allait être financée, recherche plutôt fondamentale, mais pas que. Puis on se dit, ben, il ne faut pas laisser passer l'opportunité après d'amener ça plus loin pour avoir plus de retombées socio-économiques. Donc, je commencerai là pour les forces. Je ne sais pas si tu voulais en ajouter. Tous les éléments que je voulais dire, tu les as dit. Donc, bravo. Peut-être parler sur le rôle spécifique que biodectrice, pas biodectrice. C'est Axelis. Oui, c'est tout essayé. Je sais, vous voulez. Ton tour, c'est Juste avant, peut-être quand même souligner, parce que j'ai travaillé dans plusieurs écosystèmes sectoriels différents, c'est quand même une belle opportunité que nous avons au Québec d'avoir eu cette initiative du gouvernement de décider d'avoir une vision à long terme et d'investir ces montants d'argent-là. Je pense que c'est une extrêmement belle opportunité. Il faut souligner la chance que nous avons d'avoir cet élément. En ce qui concerne la complémentarité avec Axelis, donc je vous l'ai dit, c'est une OBNL qui permet de pouvoir valoriser la recherche privée. Donc, Véronique l'a bien souligné, le capital en sciences ou en scientifique expert en ARN est très élevé au Québec. Je pense que ça représente, corrigez-moi si je me trompe, 70 du Canada. Alors, donc, il y a un élément, une capitalisation sur cette présence-là qui est tout à fait opportune. Donc, on est là pour pouvoir dire, faire une cartographie justement de quelles sont les thérapies ARN qui sont en développement, lesquelles représentent un potentiel, lesquelles pourraient, avec un peu de soutien et d'accompagnement, pouvoir peut-être passer à travers tout le processus de façon plus rapide. Nous avons obtenu des financements intéressants qui permettent de, vous le savez, Axelis, c'est transactionnel, on doit payer pour nos services. Lorsque vous êtes sélectionné à travers une identification, une cartographie, etc., les services que nous offrons sont gratuits. On paye pour ça. Donc, on investit dans des dossiers académiques pour pouvoir les rendre plus attrayants au niveau du financement. Donc, c'est le rôle complémentaire là, et c'est en cours actuellement. Fantastique. Une question qui touche un petit peu à un aspect qui est venu vers la fin de la réponse. Là. Donc, on fait du segue dans la prochaine partie. C'est pour Véronique. Spécifiquement en ce qui vient après à la vitesse, la rapidité de mobilisation, quels sont les leviers qui permettent d'accélérer la découverte vers l'industrie, spécifiquement pour des applications au niveau industriel? On a entendu parler d'écosystèmes, de la base, de la profondeur, du momentum qui était bâti. Je voudrais entendre parler des leviers vraiment qui accélèrent les applications dans l'industrie. Je peux commencer. On n'a pas mentionné la formation. Hein? On a nos amis de Cattle qui sont là, mais définitivement, le levier est super important. Formation académique fondamentale, mais formation aussi les mains dedans. Fait que, pour passer de la recherche fondamentale à quelque chose qui s'en va dans l'industrie, ça, c'est énorme pour nous autres. Au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre, on a parlé de Moderna. Nous autres, on s'est tout fait demander, on va tout fermer parce que Moderna arrivait et allait prendre tous les employés. Mais finalement, il y a une belle disponibilité de main-d'œuvre et il y a une main-d'œuvre qui est compétente, formable. Donc, ça, c'est un levier exceptionnel. Justement, des programmes comme Axelis, moi, j'avais mis ça, tout ce qui est investissement privé, comme une belle opportunité. Mais visiblement, on le sait que c'est un défi dans notre écosystème québécois. Hein? On est on est un petit écosystème qui n'est pas extrêmement riche, mais si on est capable d'avoir des outils et du support justement pour lever ce financement-là, ça va nous propulser à une vitesse. Je pense qu'on est des premiers en avant. Et ces mécanismes-là qui existent sont là pour nous garder en avant. Ça sera aux autres d'essayer de courir après nous. C'est vraiment ma philosophie là-dessus. Fait que je dirais que ce serait ça les deux leviers principaux que je vois là. Bien, tout à fait en accord. Je mentionnerais peut-être aussi, au niveau du financement, on le sait, c'est pas facile. Tout d'abord, amener ces nouvelles thérapies-là sur le marché, c'est un processus qui est long, qui est risqué, qui est très, très, très coûteux. Avec des organisations comme le CQDM, on aide à dérisquer ces processus-là. On amène aussi un incitatif. Puis quand on a des partenaires comme des 2R, par exemple, pour soutenir les collaborations publiques-privées, on est capable d'amener jusqu'à 70% du financement nécessaire à un projet de recherche en subvention. Donc ça, c'est vraiment un levier intéressant pour être capable d'atteindre des jalons générateurs de valeur qui vont permettre permettre d'avoir des technologies qui sont suffisamment dérisquées pour que les VC, par exemple, s'intéressent et là soient prêts à investir. Donc ça, je le mentionnerai.
peut-être parler d'obstacles qu'on essaie aussi de diminuer ou d'alléger. Il reste beaucoup d'obstacles de nature scientifique, technologique aussi avec le développement des thérapies ARN. Donc, les vaccins, ça se fait très, très rapidement, mais tu mentionnais l'immunité innée. Là, soit pour les vaccins, on y arrive, c'est correct, mais si on commence à penser à des applications thérapeutiques qui nécessitent une stabilité plus étendue dans le temps, on n'est pas encore là nécessairement. On connaît les enjeux liés à la livraison, on connaît les enjeux liés au coût de production à grande échelle aussi. Tout ça n'est pas encore résolu parce que ça se développe tellement à une vitesse grand V. Ben, dans le cadre du projet mobilisateur d'ARENA, on essaie d'inciter la communauté, que ce soit nos chercheurs, nos entreprises, à développer des idées pour pallier à ces enjeux-là. Donc, c'est une autre forme de contribution qui est amenée là, pour essayer d'accélérer un petit peu le déploiement de tout ça. J'aimerais bien ajouter quelques petits trucs. Je pense que pour bien accélérer le développement de ces technologies ici au Québec et de vraiment rendre le Québec ou le Canada, c'est comme un flagship dans ça, il faudrait travailler beaucoup sur plusieurs choses, entre autres, culture de l'entrepreneuriat. Right? Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a des entrepreneurs au Québec. Ils sont intelligents, ils sont bien. Par contre, quand tu regardes les statistiques, il y a beaucoup de gens qui commencent ici au Québec et leurs technologies se vendent aux États-Unis après une petite phase de développement. Right? Et une des raisons, c'est parce que, oui, on a un bon financement du gouvernement. Par contre, on n'a pas vraiment des VC qui vont investir fortement ici, à l'intérieur du Québec. Right? Donc, ça c'est une chose. Je pense qu'il faut développer encore plus cette mentalité d'entrepreneuriat chez les étudiants, chez les gens, les encourager et aussi trouver des mécanismes pour encourager les VC canadiennes vraiment d'investir, d'avoir plus de courage à investir. Donc, ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est vraiment se vendre à l'extérieur. Les Américains sont super bons à se vendre leurs produits ailleurs au monde, même aux États-Unis, même pour le Canada, tandis que les Canadiens ne le font pas. Right? Et ça, je pense, c'est très, très important. Si on regarde aussi les statistiques, j'ai ma sœur qui travaille pour BDC, donc de temps en temps, on parle. Et le Canada est positionné le numéro 3 au monde au niveau de la complexité de la recherche. Par contre, il est ranked 42e dans le monde, right, au niveau de la commercialisation de la recherche. Donc, la question qui se pose ici, il y a une grande disparité, right? Et comment on peut vraiment fermer ce gap? Je pense que plus de financement, obviously, ça c'est clair, mais plus vraiment de financement de compagnies privées, de l'entrepreneuriat, du marketing, essayer de faire des coalitions à l'intérieur du pays et parler avec les autres pays, c'est extrêmement important. Bien sûr, bien sûr. J'ai juste un petit mot rapide. On a parlé d'obstacles tantôt, mais j'ai adoré quand on a parlé d'éthique. Et tu sais, souvent les normes, l'éthique, tout ça, ça fait peur. Mais je pense que dans l'ARN, on a une merveilleuse opportunité d'éduquer et d'influencer à notre avantage maintenant. Parce que c'est à faire, c'est en construction. Et il en vient aux chercheurs et à l'industrie de faire l'éducation de ceux qui vont mettre en place ces normes-là. Si on attend qu'ils le fassent pour nous autres, ben, on va rester pris avec ce qu'ils vont nous avoir donné, puis ça ne va pas être satisfaisant. Fait que, aujourd'hui, pour certains, c'est un obstacle parce qu'il n'y a pas de ligne directrice super claire, mais c'est une très belle opportunité de justement décider qu'est-ce qu'on veut en faire, puis où on veut l'amener pour que ça soit efficace, puis qu'au bout du compte, ben, il y ait plus de patients qui soient traités avec plus d'innovation. Je voulais rebondir sur l'entrepreneuriat. Vous le savez, Axelis, on a un programme d'entrepreneuriat qu'on est en train de finaliser qui permet, à l'aide d'une subvention de 80 000 $, de pouvoir, très en amont, créer une entreprise ARN. Donc ça, c'est un élément important. On n'a pas voulu réinventer la roue. On s'est associé avec tous des joueurs qui étaient déjà présents, qui avaient déjà des programmes, donc une complémentarité. Donc, on a essayé d'être efficace là-dessus. On a déjà identifié près de 11 cas potentiels. Donc, il y a certains cas là, qui s'en viennent, qui vont être pris en charge par des mentors. Et on veut, c'est ça le point que je voulais surtout insister, c'est qu'on veut avoir une proximité avec l'aide du CQDM et d'autres, que le capital de risque soit présent, qu'il puisse venir observer, écouter, entendre, même si c'est très en amont, mais qu'il soit au courant de ce qui se passe, de ce qui s'en vient.
on crée une chaîne là, un pipeline qui va amener potentiellement des éléments qui vont être finançables un peu plus tard. Ben, j'entends plusieurs leviers. Si on n'a pas entendu parler de formation, d'éducation, on a entendu parler de partage de risques, d'investissement, on a parlé de développer des nouveaux modèles pour outrepasser des barrières qui existent. Ensuite, on a parlé vraiment de l'importance de la part de Mohamed Gabriel, de l'importance de changer notre façon de penser, de changer cette culture-là. Puis on entend parler aussi que le gouvernement, les organismes paragouvernementaux, puis au travers de CQDM, Exodus, des ONPNL, qui vraiment essaient d'accélérer un changement structurel. On parlait d'écosystème, d'exercer un changement structurel qui facilite ça. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que le potentiel est tout là, mais qu'il y a vraiment un chaînon manquant qui est la création ou la mobilisation de valeur. Puis je suis content que vous soyez là finalement pour pouvoir en parler. Je voulais juste rajouter, puisque j'ai pris des notes sur les facteurs de succès qui vont caractériser cet écosystème-là. Et c'est quand même important. On a la possibilité de créer une synergie collective. Il y a plusieurs joueurs ici. Ça, c'est très important. On a à développer des modèles de collaboration. On a à développer des modèles de communication. On va avoir développé une compréhension des rôles complémentaires de chacun des joueurs. Ça, c'est très important. Il faut mettre de l'avant les succès, même s'ils sont à court terme, il faut miser là-dessus. Développer des réflexes de partage et de travail collaboratif. S'organiser à court terme, mais avoir une vision à long terme. Et il faut se donner du temps. Parce que construire une filière, une grappe ou un écosystème, ça prend un certain temps. On ne peut pas avoir des succès sur tous les fronts, mais il faut avoir cette vision-là. Donc, c'était très important pour moi de partager ça parce qu'on parle justement d'innovation collaborative. Ça se base sur un écosystème qui a ces valeurs-là et de les mettre de l'avant. Merci. La prochaine étape, c'est avec toi. Ça, c'est une bonne question. C'est un bon signe pour une bonne question. OK. Parlons de capacité de production. Okay? Peut-être pour Mohamed Gabriel Alamais et pour Cédric Guillaume. Quelle est l'importance stratégique de bâtir des capacités locales, à la fois humaines et structurelles et infrastructures, de fabrication et de formulation en ARN, que ce soit l'ARN en tant que tel ou LNP, les formulations et tout ce qui vient avec. Quelle est l'importance de développer cette capacité-là de façon locale? Ouais, donc, en fait, c'est très important. Et ça se voit de ce qui s'est passé vraiment durant la pandémie. Un des points, juste pour revenir un peu à la pandémie, je sais c'est un peu outdated, mais c'est vraiment important d'apprendre ce qui s'est passé. Right? Comme Thomas, tu l'as mentionné, Melissa Moore et les autres, ils racontaient toute l'histoire qui était derrière le vaccin. Right? Et moi, je l'ai vécu vraiment dans le laboratoire. C'était vraiment anecdotique. Quand moi, j'avais fini, je vais prendre quelques minutes de plus juste pour raconter un peu l'histoire, mais quand je suis venu de Polytechnique chez Drew Wiseman, on faisait le IVT à la main, dans des tubes. Et moi, en tant que quelqu'un qui a étudié un peu dans une école d'ingénieur. IVT, c'est in vitro transcription, oui. C'est la production de l'ARN. Oui, désolé, non. Je suis rentré dans le bureau de Drew et j'ai dit, hey, c'est à part mon projet, est-ce que je peux optimiser ça puis automatiser? Il m'a dit oui, c'est sûrement. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté quelqu'un qui faisait une maîtrise ici à Polytechnique, c'était un ingénieur, puis on a commencé à automatiser ça. 1 an et demi plus tard, il y a eu la pandémie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé directement? Et c'est sûr qu'on travaillait avec BioNTech, Drew travaillait avec BioNTech depuis quelques années à développer des vaccins. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où ce robot qui faisait de l'ARN a commencé à pomper de l'ARN pour plus que 50 collaborations dans le monde. Right? Donc, c'était vraiment, vraiment un point accélérateur. Right? On faisait plein de designs, on parlait avec les compagnies en même temps. Il y avait des laboratoires partout aux États-Unis qui testaient nos particules. Right? Donc, ça, c'était très, très, très important. Si on essaye d'apprendre de ça, on voit qu'on a besoin d'avoir des plateformes ici qui vont servir 2 choses. Right? Une, servir à desservir toute la communauté de recherche ici pour que ça avance très rapidement. Mais 2, aussi avoir des plateformes qui peuvent vraiment nous prendre en GMP, en production petite, moyenne et grande échelle. Right? Donc, faire le saut entre
premièrement, stimuler l'écosystème de recherche dans les universités et faire le saut directement de cet écosystème à l'autre écosystème pour la commercialisation. Donc ça c'est très important au niveau de garantir la sécurité sanitaire du pays, au niveau de devenir indépendant des autres, de créer de l'innovation. Donc, il y a beaucoup de points qui supportent en fait un financement de ces plateformes de production, à mon avis. Un facteur clé, c'est, je n'ai pas trouvé de traduction en clair là-dessus, mais il y a énormément d'investissements qui ont été faits à travers des programmes comme CBRF au niveau canadien. Et puis le terme mot-clé, c'est Pandemic Preparedness. On a appris de nos erreurs, on s'est fait prendre un petit peu éclat de baisser pour ce qui est de la production avec la première pandémie. Puis on sait qu'il y a des coronavirus qui sont en train de se brasser quelque part dans les populations de chauves-souris, quelque part puis pas juste en chauve-souris. Donc, on n'est pas très loin d'une mutation, une couple de mutations qui amène la prochaine pandémie. Il faudrait apprendre de nos erreurs idéalement. Je pense qu'en général, on le fait. Mais la capacité de production, sans avoir à les quêter pour le vaccin qui est en bas du totem pole, c'est important, cette capacité, sans parler de sa savoir-faire, mobilisation de connaissances. Cédric? Ben, moi, je rappelle une petite affaire historique. L'ARN nous a sauvés, ou en tout cas nous a permis de sortir de la pandémie. Mais, le Canada, avec son usine de GSK, Québec était parmi les pionniers dans le monde, fait qu'on l'a construit cette usine-là. Okay? Fait qu'on a cet historique-là, mais on l'oublie. On est vraiment bon pour oublier. Si c'était une pandémie de grippe, on aurait été les meilleurs au monde, on aurait été les premiers vaccinés parce qu'on aurait sauvé le monde. Okay? Fait que de là, l'idée d'être encore en avant sur les nouvelles technologies parce que ce qui va sauver le monde demain n'existe pas. OK? Ça risque d'être l'air. Ça va être là, mais dans une façon qui n'existe peut-être pas aujourd'hui ou Oui, qu'on ne c'est vrai. connaît pas. Puis c'est un peu pour ça que je parle de ça. On parle de plateforme, on parle de capacité de production. Il faut être capable d'être prêt au niveau formation, au niveau technique, au niveau compétences, à produire des choses qui n'existent pas. C'est fou un peu, mais c'est ça du vrai pandemic preparedness. C'est pour ça que cette capacité de production-là, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, qu'elle soit BMC, Moderna, tout ça, elle est nécessaire à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle, comme Mohamed dit. L'important de ne pas oublier. Non, Ouais. oui. Un point, je pense, qui est aussi très important, c'est que toujours dans notre tête, pandemic preparedness, c'est vraiment ce qui nous touche à nous. Right? Mais il y a beaucoup Maintenant, ce qui se passe aux États-Unis, on a un problème, en fait, de grippe aviaire, right? pour les chickens. Les œufs sont à, je ne sais pas combien, 5-6 $. Right? Tu rentres dans un café, un sandwich d'œufs, c'est devenu 10 $. Right? Ils ont un problème de capacité de production de lait parce qu'il y a un influenza qui touche maintenant les vaches. Donc, ça, c'est important. Et ça va continuer à évoluer, puis ça va devenir de plus en plus fréquent. Donc, il faut se préparer aussi. L'ARN peut être utilisé comme vaccin et en tant que thérapie, mais pour l'humain et pour les animaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler pour garantir une sécurité aussi alimentaire du pays. Merci. On change de thème un petit peu. On va parler de politique. Grand P, petit P, mais Mohamed Gabriel a mentionné le fait qu'il y avait un pied au Canada, un pied aux États-Unis. C'est un peu une aventure présentement, avoir un pied dans les deux pays. En ARN. Oui, En ARN, en plus. En vaccin. Avec ça, ARN. L'importance d'engager et de bénéficier d'une certaine crédibilité et flexibilité au niveau gouvernemental quand on a des technologies de rupture. C'est ça la traduction de disruptive technology de rupture. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer et préparer plus tard ou il faut l'aborder au fur et à mesure qu'on développe une technologie? Oui, je pense que c'est vrai, être aux États-Unis maintenant, c'est un peu difficile, surtout pour tout ce qui est vaccin et un peu moins pour l'ARN, mais en général, pour tout ce qui est vaccin, c'est un peu difficile. Je pense que pour la politique américaine, en fait, le Québec et le Canada sont dans une position où, à mon avis, c'est que les Américains, ils sont comme Dominique l'avait dit, il ne faut pas l'oublier, ils sont trop gros, ils sont trop forts, ils ont beaucoup d'argent, c'est 400 millions de personnes, right? Donc c'est un grand marché. Par contre, les Canadiens, ils ont beaucoup de gens intelligents,
des très bons chercheurs, right? Donc, on peut compétitionner, mais aussi le marché, il est très, très, très différent. La politique aujourd'hui fait en sorte, à mon avis, que le Canada a une opportunité. Cette opportunité, c'est vraiment de pousser pendant ces 4 prochaines années pour pouvoir développer l'écosystème ici, parce qu'il devient très concurrentiel. Parce que les changements d'administration, il y a toujours des administrations qui vont venir et d'autres qui vont sortir. C'est comme ça, c'est la vie, c'est cyclique, right? Et la question maintenant, c'est qu'on a une opportunité. Qu'est-ce qu'on va faire d'ici les prochaines 4 années pour que quand il y aura un changement d'administration, on va être vraiment très compétitif, right? Je pense qu'il y a une opportunité de regarder vers le monde aussi, right? Parce que le monde veut toujours continuer à travailler, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, etc. C'est un grand marché, le monde. Le monde aussi veut travailler avec les Canadiens. Donc, il faut vraiment développer des politiques où on commence à avoir plus de collaboration avec des pays, tu sais, partout dans le monde. Par un tel, éternellement. Oui, exactement. Et même en Afrique, c'est un marché très, 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 très grand. Il y a de la richesse là-bas qu'on ne voit pas vraiment, mais il y en a, ils sont willing vraiment de travailler puis de créer tout ça en Asie aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour nous. Le Disruptive Technologies, et je vais laisser les autres parler, mais Disruptive Technologies, ça vient à mon avis, avec le temps, ça va venir avec le temps. Plus on travaille ensemble, plus qu'on collabore, ça va venir. Donc, on va créer plus parce qu'on va juste ajouter sur ce qu'on sait faire, right? Mais si on ne sait pas faire les choses, on ne peut pas vraiment innover, right? C'est comme ça. Peut-être pour vous deux, est-ce que le momentum dans la niche de développement des sciences d'intégraphie à l'ARN peut avoir une espèce de service de moteur au niveau des politiques? Est-ce que le gouvernement écoute puis voit le potentiel de ces choses-là, puis ça change un petit peu leur façon d'émettre des politiques en termes de développement de médicaments, d'essais cliniques, d'approbation de nouvelles technologies, puis bien sûr, on voit un investissement, mais tout ce qui vient au travers la mobilisation de ces connaissances-là. Est-ce qu'ils sont au courant, puis est-ce que ça peut changer le type de politique, la mobilisation des politiques? Je ne veux pas parler pour le CQDM, mais cette initiative-là, elle est très suivie par le gouvernement. Il y a toute une série d'indicateurs, de retombées, de KPIs qui sont très nombreux, etc. Mais au-delà de ça, je vous dirais que Axelis a déjà commencé par son équipe de choc, 2 directeurs en valo et 1 directeur en entrepreneuriat, de faire la cartographie dont je parlais tout à l'heure. Et on est en train de créer un portfolio de différentes technologies existantes un peu partout, à différents degrés de maturité et de développement. Et ça va servir l'entièreté du projet, là, en ce sens que voici le potentiel que nous avons, voici ce qu'on a réussi à faire au cours d'un projet de 3 ans. Ouais. Et ça va être des indicateurs que Véronique va récupérer, Xavier, et qui vont pouvoir convaincre le ministère de dire il y a eu des avancées, il y a eu des investissements, etc. Ben, c'est tout à fait juste. Puis je dirais, en plus de ça, ce qu'on essaie de créer en ce moment, ben, ça génère énormément d'apprentissage. Puis c'est un laboratoire exceptionnel pour voir de quelle manière les différentes organisations, des établissements publics et des entreprises privées peuvent mieux travailler ensemble. Puis, bien évidemment, l'intention, c'est qu'on prenne ce qui fonctionne bien, puis qu'on l'élargisse par la suite, pas uniquement à l'ARN, mais aux sciences de la vie de manière plus large, puis peut-être à d'autres secteurs aussi. Donc, de ce point de vue-là, oui. Puis, en termes d'écoute, je ne m'avancerai pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a une oreille attentive au niveau, je pense au MEIE, en général, qui est très soucieux de savoir ce qui se passe avec les entreprises du secteur en ce moment, et pas que de notre secteur, mais en réponse aux grandes considérations politiques et géopolitiques actuelles. Donc, je vous invite à toute occasion de partager un peu l'incertitude, les inquiétudes et tout ça, parce qu'il y a définitivement une oreille attentive. De se vendre un peu, l'histoire à succès. Oui. En fait, je vais ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de... Le gouvernement est attentif à ce qui se passe ici au Québec et au Canada en général. Je pense qu'il manque quelques petits trucs, surtout au niveau réglementaire, à mon avis, de ce que moi j'ai vécu, surtout comparativement aux États-Unis, à l'université, là où je travaille. C'est que
il me semble, et je ne suis pas un expert parce que je n'ai pas trop interagi avec Health Canada, mais avec Santé Canada, mais ils sont beaucoup plus traditionnels que la FDA, right? Et surtout la FDA dans l'ancienne administration avec Peter Marks, puis tout ça. Maintenant, ça va changer un peu. Mais par exemple, nous, on travaille à l'université. Et ça, c'est vraiment un modèle exceptionnel que j'ai encore jamais vu, right? Donc, moi, je travaille, mon laboratoire, il est dans le Children's Hospital. Et une des missions qu'on m'avait données, c'est que on veut faire des thérapies N égale à 1 pour des bébés. Ouais. Et ça fait 1 an que j'ai mon laboratoire, on a injecté des bébés. Il y avait des choses la FDA était tellement flexible avec nous pour travailler. Il y a eu des composantes de trucs qu'on avait fait qui ont été faits dans mon laboratoire. Right? Donc, on ne demande pas ce genre de flexibilité, mais je pense que Health Canada, Santé Canada doit vraiment un peu écouter qu'est-ce qui se passe ici, commencer à penser plateformisation. On est en train d'utiliser la plateforme mRNA LNPs, surtout pour gene editing, right? Que ça devient vraiment une plateforme où tu as un bébé qui vient, tu le séquences, il a cette mutation, tu fais ton guide RNA et tu l'injectes. Et c'est quelque chose qui est très faisable. Il y a un NAJM paper qu'on va publier dans quelques semaines qui a été accepté, qui est vraiment le stepping stone de la plateformisation. Et je pense que avec Peter Marks qui est parti, il y a aussi une opportunité au Canada pour que le Canada devienne vraiment le pionnier de cette plateformisation, tout ce qui est en études cliniques, puis changer un peu le système des études cliniques. Donc, je pense qu'il y a vraiment du potentiel ici. Il faut aussi qu'on invite Santé Canada dans ces discussions et un peu les éduquer, right? Il y a politique, mais il y a policy aussi. Yes. Puis je sais qu'on a un expert ici là-dedans. Donc, il y a vraiment un interstice important et intéressant là. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une opportunité, en fait, d'assumer un leadership ici. Je vais prendre une dernière question, puis ensuite, on va faire un quick shot sur les challenges et les défis à relever. Le meilleur produit, selon moi, qu'on peut faire, c'est toujours la personne, le potentiel humain, élever les gens, de faire des carrières, puis aussi les positionner de façon avantageuse face à l'inconnu et à la planète. Formation, entraînement. Est-ce qu'on forme le potentiel humain dans les universités présentement? Est-ce qu'on forme les gens de la bonne façon pour l'innovation, pour mobiliser la connaissance vers l'application, ce qu'on appelle l'innovation? Puis si pas tout à fait, qu'est-ce que vous verriez qui est nécessaire, en fait, pour accélérer cette façon-là de penser et d'être formé? Je vois des réponses, je sais, là, ça sent un goût. Donc, je vais parler de liberté académique pour faire la recherche sur les sujets qui vous intéressent. Je vais parler d'une économie qui est basée sur les compagnies qui emploient des gens et évidemment le secteur public qui engage des gens. Mais l'économie du privé est quand même une contribution très importante dans l'économie d'une province ou d'un pays. Donc, ce qui a toujours été reproché aux deux parties, industrie et académie, c'est qu'il n'existe pas ou peu de pont entre les besoins de l'industrie et l'orientation des recherches appliquées. Comment... C'est dans tes notes? Okay. Donc, tu pourras prendre la relève. Donc, ce sujet-là, il est d'actualité, il existe depuis longtemps. Ouais. Aujourd'hui, avec des spécialisations verticales de plus en plus précises, un niveau de complexité, etc., on se pose la question, est-ce que les gens qui sont formés à l'université vont pouvoir transférer vers l'industrie? Il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait de cet élément-là. Donc, ces questions se posent. Comment rendre ça plus fluide? Comment construire ces ponts-là? Le défi reste entier. Je pense que par secteur, il y a des expériences à tenter. Le rapprochement, il faut parler le même langage. On ne parle pas d'un entrepreneur pur et dur et un chercheur émérite, PhD, etc. Ça ne parle pas le même langage. Donc, il faut trouver un langage commun. C'est une autre barrière. Donc, il y a tous ces éléments-là de beaux défis. Mais dans le cas qui nous concerne ici, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il va falloir trouver un langage au plus vite, forcer les rapprochements, créer des occasions, des événements et forcer le dialogue. Les occasions, je pense que c'est super important parce qu'on peut avoir le même langage et tout ça, mais si chacun reste avec son réseau qui lui est propre, puis qu'il n'y a pas d'interaction, ben on est pas Il faut une pertinence pour que les deux puissent se parler. Absolument.
Ben, moi, j'ai noté tantôt, quand on a dit comment ça a été dévaloriser le privé. Oui. C'est les mots qui ont été utilisés. Puis de l'autre côté, ben, le privé, c'est un peu la même affaire qui dit, ouais, mais l'académique, ben, c'est de l'académique. On creuse, on creuse, on creuse. Moi, j'ai fait une bonne partie de ma carrière à être entre les deux puis être capable de traduire ce qu'un dit à l'autre parce qu'on l'a dit, ils ne parlent pas le même langage. Mais je pense vraiment que ce genre d'événement-là doit être. Puis, bon, je suis tout seul de privé. Fait que, tu sais, la prochaine fois, on va inviter plus de mes amis qui deviennent vos amis aussi. Non, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est que, tu sais, il faut construire ces ponts-là et le privé, ça peut servir à venir donner un talk dans une formation à des gens pour expliquer c'est quoi le privé. Ça peut venir éduquer sur c'est quoi les études qu'on fait, c'est quoi les normes avec lesquelles on travaille. Ça peut être sous forme de mentorat, un étudiant qui voudrait démarrer une nouvelle entreprise qui ne sait pas comment. Fait que, tu sais, oui, on a des programmes comme Axelis, mais même avant ça, tu sais, moi, là, bon, c'est ma femme qui a fondé Biodextris. Je peux vous dire qu'on en a bavé. Là, OK? Puis je ne vous mettrai pas ça beau. Elle a frappé un mur, elle est arrêtée 4 mois après la vente de l'entreprise. Mais c'est ça l'entrepreneuriat et ça existe. Mais on a des gens qui sont prêts à partager là-dessus. Puis c'est pas pour vous décourager, parce qu'après ça, il y a une embellie. C'est beau, c'est le fun, c'est ultra motivant, ultra gratifiant. Mais je pense encore là qu'il faut qu'on réussisse à trouver un endroit où est-ce qu'on peut se parler, s'expliquer, puis les besoins, on l'a dit, hein, les besoins entre le patient, le N1, puis l'industrie qui veut de l'argent. Ce pont-là, il est quand même difficile. Fait que comment on rapproche un peu plus vers le centre pour être sûr qu'on se retrouve à quelque part? Je pense vraiment. On a présenté le professeur Alamé comme un académique, mais en fait, il porte l'autre chapeau d'industriel. Il a fait compagnie, il est parti plusieurs compagnies, dont certaines bien implantées dans la région montréal-Asmo. Ouais, je fais un peu de l'entrepreneuriat, mais juste pour retourner à ta question, je pense qu'on a de très bons étudiants et la qualité de notre science et de l'éducation au Québec, elle est vraiment, vraiment parmi les meilleures, honnêtement. J'ai étudié ici, j'ai fait mon bac, maîtrise et au doctorat, je suis allé aux États-Unis, je vois la différence. On est top-notch, right? Je pense qu'une façon d'améliorer les choses à long terme, c'est vraiment un peu de changer la mentalité de la note. La note pour les étudiants ici, elle est très, très, très importante. Right? C'est comme, ils voient le A+, parce que c'est lié à la bourse et je ne sais pas quoi. Right? Ça, il faut le changer. J'ai enseigné ici, à la fin de mon doctorat, quelques cours, puis je suis allé aux États-Unis, la mentalité, un peu elle est différente. Right? Ici, ils sont focus sur la note, malgré que moi, j'enseigne dans qu'est-ce qu'on fait avec ce cours. À chaque fois que tu donnes un cours, à la fin, la question, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait avec ce que vous avez appris? Comment on peut faire des choses avec ça? Right? Et c'était un peu décevant pour moi à Polytechnique de voir des ingénieurs qui sont très, très intelligents, de penser à la note au lieu de penser comment on peut utiliser cette information pour créer quelque chose de nouveau. Donc, je pense qu'il faut travailler sur ça dans notre curriculum. Je vais juste rajouter que ce n'est pas un hasard que Mohamed Gabriel est ingénieur. Le créneau ingénieur aussi pour la mobilisation des connaissances pendant la pandémie a été absolument important. La mise à échelle, par exemple, des vaccins, des procédés comme le microfluidique ont été absolument clés, puis ils sont souvent sont pas célébrés autant qu'ils devraient l'être. L'ingénieur va penser à résoudre des problèmes qui souvent sert de pont, ou souvent on peut faire le pont entre la découverte et l'application. Je vais juste ajouter sur ces points-là surprenants. Rapidement, 1 minute chaque. Quel est le principal défi afin de bâtir cet écosystème-là, ce centre Graal qu'on vient de discuter, de l'écrire de façon indirecte? Quel est le principal défi, selon vous, qu'on doit relever d'ici 5 ans pour que les découvertes, finalement, finissent par se mobiliser en application pour qu'on bâtisse ce bel écosystème dont on vient d'imaginer? Moi, je pense qu'il faut rendre l'entrepreneuriat excitant, motivant et le supporter. Parce que si on fait juste dire allez comme entrepreneur puis trouvez-vous de l'argent, je pense qu'on a déjà des bonnes premières pierres. Mais si on veut vraiment que dans 5 ans, on ait créé un écosystème qui est sustainable, je m'excuse mais il faut que cet argent-là tourne puis créer d'autres entrepreneurs qui, eux autres, tournent. C'est ça. Tout le monde a le même portrait de la trajectoire qu'on est en train de prendre. Tout le monde connaît son rôle et tout le monde y participe. La collaboration. Absolument. Un modèle de collaboration. Absolument, oui. Ben, moi, je vais revenir, je vais faire du pouce sur l'aspect collaboratif.
Tu sais, c'est facile au début quand il y a un beau momentum, c'est nouveau, puis là, tout le monde se lance. Il faut trouver la façon de maintenir le rythme. Puis ça peut être de célébrer des petites victoires, puis de montrer ce que ça nous permet d'accomplir, parce qu'on se cachera pas, ça demande de l'effort de tout le monde. Puis quand tu vois que la carotte, elle est très loin, ben, on peut s'essouffler parce que les agendas changent, puis la saveur du jour, ça devient autre chose. Mais je pense qu'il faut garder le focus sur l'importance de continuer de travailler ensemble. Merci, Mme Moi, je dirais un peu rendre tout ce qui est réglementation un peu plus adaptative. Donc, ça, c'est un point. Et deux, c'est se vendre vraiment au monde. Il ne faut pas rester dans notre bulle. Il faut vraiment se vendre au monde. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions. Là, je suis sûr que vous brûlez dans le poser des questions. Yann. Oui, j'ai une question et une idée. J'ai l'impression qu'il manquait une personne à la table ici. Et parler de collaboration, d'avoir tout le monde, parler d'accélérer le processus réglementaire. Moi, je pense que si on arrive à décloisonner des tours et à amener quelques participants très motivés à participer à ce processus de mobilisation des connaissances, ça va être tellement gagnant parce que le gouvernement n'est pas tellement, il n'écoute pas les chercheurs, il ne parle pas le même langage. Et des fois, on a beau, c'est important pour que les chercheurs soient à la table, mais les participants ont cette capacité de faire bouger des fois les choses. Juste être clair, Oui. Yann, vous imaginiez quelqu'un du gouvernement du MEIA, par exemple? Ou, Non, je parle des patients. patients. Oui, patients, excusez-moi si je n'ai pas été... Non, je fais juste pour ça, je pose la question. Oui, oui, c'est ça. Donc, des patients, par exemple, on parle de maladies orphelines, on parle de cancer. C'est des choses qui vraiment sont terribles dans la vie d'une personne et qui font vraiment voir les choses de façon différente et qui donnent un impact des fois à ce qu'on dit, à notre vécu. Et ça peut permettre de façon très claire des fois d'envoyer des messages politiques. Et c'est une capacité que les chercheurs n'ont pas toujours. Et des fois, on a tendance à prendre les patients et à les mettre sur un comité de patients, sur des... Et on cloisonne. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il ne demande que ça, d'avoir cette opportunité-là. Pour bien le faire, ça peut poser aussi une disruption du processus. Mais si on le fait bien, on canalise les choses puis qu'on collabore avec nos patients. Et ça, aux États-Unis, c'est une des raisons du succès américain. Il y a du lobbying qui est très fort aux États-Unis. En gros, ces voix-là sont écoutées plus que quelqu'un qui est qui pourrait être perçu comme un conflit d'intérêt, par exemple, pour se vendre. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut le faire d'une façon structurée. Mais je pense que c'est ça la clé qui nous manque peut-être. Okay. Mais je suis intrigué de savoir ce qu'en pensent nos gens ici. Oui, personnellement, je pense que vous avez complètement raison. Aux États-Unis, ça, c'est un des points les plus importants. Moi, je le vois dans un Children's Hospital, où les patients, les parents, ils vont faire un advocacy. Ils vont vraiment pousser pour la recherche, que ce soit avec les fondations qui vont financer la recherche ou même avec le gouvernement pour alléger en fait tout ce qui est réglementaire. Parce que c'est eux, ça leur concerne à eux-mêmes. Ils sont prêts à prendre le risque. Et c'est vrai, il faut les engager si on veut vraiment des changements ici. Le prochain panel à la face. Oui. Si on avait une question plus générale, dans le domaine de la recherche biomédicale, quand je parle avec les gens, on parle d'entrepreneuriat, de collaboration avec les secteurs privés, je ressens beaucoup de réticence de chercheurs qui disent non, moi je travaille pour guérir des gens, pas pour faire de l'argent. Donc il y a cette dichotomie qu'il y a entre ces deux mondes-là. Comment on fait pour réconcilier et être capable d'aller amener ces gens-là à se parler ensemble? De mon expérience, en tout cas, j'ai quand même vu une évolution dans les 20 dernières années, disons, dans la perception de la part du milieu académique par rapport à l'industrie. Donc, je pense que les choses changent. Tout n'est pas gagné, mais moi, j'aurais tendance à dire qu'un chercheur seul n'aura pas, en se coupant de l'industrie, n'aura pas la capacité d'amener sa découverte jusqu'au patient, bien souvent, sauf exceptionnellement. Donc, de créer ces ponts-là, c'est une façon de permettre aux patients de bénéficier des découvertes qui sont faites. Les sommes requises sont astronomiques, donc on ne peut pas se passer du milieu privé, là, généralement.
Je rajouterais que de bien éduquer ou de bien informer les chercheurs sur cette fameuse trajectoire dont on parlait qui est si longue, mais de valoriser le point de départ qui est souvent le chercheur et de dire son importance, de mettre en valeur cet élément-là, je pense que c'est important, et jusqu'où il peut collaborer, participer ou peut-être même devenir entrepreneur dans tout ça. Il y a tous ces aspects-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur la sensibilisation à cet élément-là. Moi, je pense fermement qu'à la base, si l'objectif, c'est de faire de l'argent, ça ne marchera pas. OK? Ça devient un résultat parce qu'on a une passion. Puis je peux vous confirmer, chez Biodextris, on a traité notre premier patient N1 avec 8 anticorps monoclonaux qui ont été extraits de sa tumeur. Je ne pensais jamais être aussi proche que ça d'un patient. On a reçu une carte de Noël de sa femme. On recevait des appels de l'hôpital pour dire « Dépêchez-vous, il va mal, il faut que ça arrive au plus vite. » Fait que si tu ne fais pas ce saut-là un jour, cette proximité-là de ton produit, on ne l'aura jamais. Fait que oui, éventuellement, ben, faut que idéalement, tu fais de l'argent, puis tu es capable d'en vivre, puis de survivre. Puis si tu fais de l'argent, puis tu es là pour les bonnes choses, ben, tu vas permettre aussi au reste de l'écosystème d'en faire, puis à d'autres personnes, d'autres entrepreneurs peut-être de suivre le chemin que tu as pris pour faire la même chose. Fait que c'est beaucoup ça ma vision par rapport à l'entrepreneuriat. On entend toujours les 1, 2, 3 qui ont fait 1, 2, 3 milliards. Là. Il n'y en a pas tant que ça au Québec, mais il y en a plein qui vivent bien de leur petite recherche et c'est possible. Les PME, ben, c'est possible, c'est ça. Nous autres, on fait vivre 42 familles aujourd'hui. On est parti, on était 6, on voulait sauver 6 emplois. Puis la base était de sauver des emplois, puis après ça, produire des petits lots que personne ne veut produire. Puis aujourd'hui, ben, on a une belle entreprise qui grandit, mais la base, elle est très humaine. Là. Ce qui est aussi important, juste pour répondre, c'est que ces compagnies qui vont faire, il faut que les chercheurs comprennent que ces compagnies, ils vont employer des gens, right? Et ça a des retombées économiques. Et l'argent que ces compagnies font, le gouvernement peut trouver des façons de les refaire réinvestir cet argent ici pour la recherche, être fondamentale. Donc, c'est vraiment un cycle. Et les chercheurs doivent comprendre. Une autre question? Oui. Je voudrais poser la question par rapport aux moyens pour faire la recherche de thérapie d'ARN. Et on a besoin d'avoir l'espace de laboratoire, pas seulement sur les universités, mais aussi un espace, je peux dire, un espace pour les entreprises, les petites startups. Est-ce qu'il y a une vision, une façon de faire une vision à long terme pour avoir cet espace? Parce que ce n'est pas comme quand on fait des logiciels, c'est seulement nécessaire un ordinateur. Est-ce qu'il y a une vision à long terme? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour avoir une vision à long terme par rapport à ça? Il y a des projets en cours actuellement. Je pense qu'il y a une réalisation qu'effectivement, il manque d'espace. Puis non seulement juste d'espace de qualité, mais idéalement d'espace collaboratif et de lieux de rencontre aussi. Mais il y a des choses en développement actuellement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui se sent peut-être plus à l'aise dans glisser un mot sur certains projets. Mais entre autres, BioInspire Innovation, Inspire Bio-Innovation. Inspire Bio-Innovation. Qui va être en mesure, à terme, d'accueillir plusieurs entreprises avec des espaces. Je ne sais pas, Cédric, si tu as des idées de ton côté. C'est QIB, c'était ça, sa fonction première. Après ça, ce qui est inspiré, c'est qu'est-ce qui est ouvert à Québec? Le hub dans l'ancienne usine Medicago, c'est un peu ça le modèle. Oui, c'est le modèle qu'ils veulent développer aussi. Donc, il y a, en fait, pour l'année dernière, à Bio, on a quand même eu une bonne discussion avec le ministre Keith sur cette problématique-là. Pour leur dire, ben, tu sais, il y a du privé qui était prêt à investir, il y a des gens qui ont des besoins. Là, on n'arrive pas à trouver de terrain, on n'arrive pas à trouver des façons d'accélérer ces programmes-là. Donc, il y a quand même une conscience, puis il y a, encore une fois, il y a une discussion qui est toujours la première base. C'est pas simple de mettre ça sur pied, mais je pense que le gouvernement, le privé et l'académique aussi réalisent qu'on a besoin de plus d'espace comme ça. Je pense que l'espace qui va être construit aussi à côté de l'IACM, c'est un peu ça le modèle. Où est-ce que ça va être des modèles collaboratifs? Il va y avoir possibilité de louer un bench, d'installer quelques équipements, partager des équipements à plus gros volume, à plus gros capital d'investissement. Donc, il y a une volonté d'améliorer ça, mais c'est sûr que ça ne sera probablement pas dans les 2 prochaines années, je pense. Là, mais il y a moyen de trouver.
Il y a l'aspect infrastructure, ouais. mais il y a l'aspect aussi développement durable. On ne veut pas que ce soit un feu de paille, puis si on fait juste investir pour la prochaine étape, c'est pas, on ne voit pas la vision à long terme. Il y a une année où il va falloir commencer à voir les choses à plus long terme que juste les KPI dans le prochain rapport, là. Peut-être que pour l'ARN, si c'est fondé sur 30, 40 ans, 50 ans d'excellence, on pourrait se permettre justement d'avoir une vision à plus long terme Ça a été le défi avec le CQIB parce qu'on a créé un beau cluster de plein de petites entreprises. Ces entreprises-là, après, ils sont pris, il manque l'étape de plus, elle n'existe pas parce qu'ils n'ont plus de locaux. Fait que c'est ça, oui, une vision. Je pense que ça reste toujours un défi parce que c'est de balancer les impératifs à très court terme. Je pense à Maisonneuve-Rosemont en ce moment, qui a besoin d'investissements exceptionnels versus la vision long terme. Puis je pense que d'arriver à une bonne balance entre les deux, c'est ça qu'il faut viser. Fait que là, je vois des projets qui démarrent ou qui sont en cours pour les quelques prochaines années, mais effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure on pense dans 30 ans, dans 40 ans. Oui. Moi, comme directrice d'administration de pouvoir, je pense beaucoup à des pouvoirs et qu'est-ce qui va rester pour les pouvoirs. Je sais qu'avec 165 millions, on va faire plein de recherches, la recherche fondamentale, même la recherche un peu plus avancée. Mais quand vous pensez à pouvoir, parce que je suis sûre que vous pensez à pouvoir tout le temps, succès pour le pouvoir, qu'est-ce que vous voyez comme, qu'est-ce qu'on va dire? Ben moi, c'est sûr que j'aimerais ça voir plusieurs technologies fondées sur l'ARN émerger de D2R. Fait que ça, ce serait comme le premier KPI. Oui. Mais puis que pas nécessairement uniquement des modalités, mais aussi des plateformes, des services, nouvelles technologies au sens large. Ça, c'est certain. Moi, j'aimerais que toutes les technologies ARN qui sont développées chez vous fassent partie de notre portfolio. Monsieur fabriqué chez nous. Non, mais quand je dis, le portfolio du Québec, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ça n'appartient pas à Actilis, c'est pas ça que je parle. Mais que ce portfolio-là, on peut le porter ailleurs, on peut porter une nouvelle marche. Donc, on a un modèle de communication et de collaboration à établir pour être vraiment au cœur de vos activités, puis de voir de quelle façon on peut créer des synergies, ça c'est sûr et certain. Tu sais, on a 1, 2, 3 technologies qui sortent, qu'il y en ait une qui se vendent cher au Canada, au Québec, hors Canada. C'est de l'argent qui rentre dans l'écosystème aussi. Il faut vraiment le voir comme ça. Il ne faut pas tout le temps le voir. Hey. Non, c'est quelqu'un de l'externe qui est venu investir une énorme somme d'argent au Québec. C'est de l'argent souvent qui reste au Québec, qui va être dépensé ici. Fait que je pense que ça fait partie aussi des choses qu'il faut être capable de voir et d'être fier d'avoir, de faire rayonner notre technologie en dehors des murs du Québec. Ouais. Impact international. Ouais. Si ça mène à un recrutement, puis bon, dans une certaine mesure, ça peut être polarisant, mais un recrutement de talent au Québec qui est intéressé de par l'octroi qu'il y a eu à D2A, puis qui contribue aussi à influencer positivement, puis qui contribue à cet effort-là de développer, d'appliquer les connaissances. Je pense que c'est d'engranger une roue qui va continuer de tourner, puis l'effet boule de neige. Absolument, oui. Moi, je vais parler un peu de la partie plus entrepreneurship que professeur. Je pense que à RNA Technologies, par exemple, on est en train de collaborer avec des chercheurs de D2R. Et l'intérêt principal, c'est vraiment, c'est des gens qui développent des plateformes qui peuvent être utilisées dans le futur, que ce soit par des compagnies ou au sein de l'université pour faire de la découverte. Right? Et ça, c'est très important. À mon avis, bâtir ça, c'est un key success, right? Parce que tu ne peux pas faire de l'innovation, tu ne peux pas vraiment agir rapidement si tu n'as pas ces plateformes. Donc, il faut vraiment faire le end-to-end, right? D'autres questions? On a encore un petit peu de temps. Oui. Oui, seulement aussi, je voudrais un commentaire par rapport à ce qu'on va faire différent de ce que ça passait en 1990. Comme ce qu'on va investir d'une façon plus intelligente. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des pharmaceutiques ici au Québec qui nous ont quittés. Aujourd'hui, il y a un investissement très fort dans les thérapies d'ARN. Qu'est-ce qu'on va faire différent pour créer un écosystème ici et pour éviter d'avoir ces problèmes conflictuels? C'est une excellente question.
Puis en fait, on se positionne pour bâtir un écosystème gagnant. On est aussi très motivé. Est-ce qu'on a appris de ce qui s'est passé à ce moment-là? Qui veut prendre ce gros morceau-là? Je pense que le modèle de collaboration qu'on est en train d'établir est différent que dans les années 90. À ce moment-là, j'avais peut-être des cheveux, mais le modèle était différent. Je pense qu'on a conscience de ça. On a aussi une volonté de travailler plus ensemble. Enfin, je l'espère. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, de toutes les interactions que nous avons. Je pense que ça augmente nos chances de succès, plus à ce niveau-là, parce que tout part de là. Ouais. Je ne sais pas si je me trompe de tranche d'année, je suis un petit peu plus jeune. J'ai vécu les années 2000, moi. Mais j'ai travaillé chez GSK du moment où ils sont arrivés en 2005 et ont quitté en 2015. Ça cadre exactement avec le début et la fin des subventions. OK? Je pense qu'une portion du modèle, c'est mon humble avis, aujourd'hui, on investit dans les universités, un modèle, une façon de dépenser au Québec, au Canada, dans nos talents, dans nos infrastructures. Ou est-ce que le modèle qui était avant, c'est qu'on essayait d'attirer à coup de subvention des grandes pharmaceutiques? Qui venaient, oui, dépensaient de l'argent, puis payaient des beaux salaires, mais une fois que les subventions étaient finies, ça partait. Là, on travaille beaucoup plus sur une vague de fonds qui, j'espère, va nous permettre de nous élever au lieu de juste amener du monde au-dessus qui venait prendre l'argent et quitter. Mais c'est très intéressant ce que tu apportes là. En fait, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que les fondements, la base, les piliers, en fait, c'est cette profondeur scientifique-là et d'innovation et de mobilisation de connaissances vraiment ancrée ici. Donc, alors qu'à l'époque, c'était plus venant, prenant les subventions et partant. C'est un petit peu ce que tu dis. Oui, mais GSK a quitté, il y a, je pense, 12 petites pharmaceutiques, dont aujourd'hui Nexcellis, Biodextris, qui ont poussé de ça. Fait que, à la base, l'entrepreneuriat québécois existait, même avant cette grosse pharma-là. C'est pas elle qui l'a permis. C'était les débuts biomédicaux, c'était d'autres choses avant. Fait que je crois beaucoup que si on investit justement dans cette base-là, je pense que le bon mot, c'est les piliers. Oui. À construire cette petite fondation-là solide, ben après ça, au moins, on se place pour du succès futur. Puis oui, le modèle a changé, mais on a conservé une grande partie, la majeure partie du talent qui était dans ces grandes pharmas-là, qui aujourd'hui se retrouvent dispersés un peu à travers l'écosystème, à la fois dans les milieux publics comme les petites entreprises. Fait que, tu sais, rien ne se perd, rien ne s'écrit. Ouais. Je pense qu'on a su se réinventer aussi puis prouver que il y avait une pertinence à avoir un secteur des sciences de la vie fort au Québec qui s'est maintenu, ça ne s'est pas écroulé. Puis le Québec n'est pas unique non plus dans l'évolution du modèle d'affaires pharma aussi à l'échelle globale. Mais il va falloir continuer d'œuvrer dans le bon sens, c'est certain. Il reste 5 minutes. D'habitude, je donnerai le mot de la fin, mais je pense qu'on a des panélistes tellement extraordinaires que je vais vous demander de donner une dernière minute, chacun de votre minute. Dans 5 ans, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous voudriez voir arriver d'ici 5 ans dans cet écosystème? De commencer par Cédric. Moi, je suis obligé d'aller avec ce que Mohamed Gabriel disait, là. Moi, ce que je veux entendre dans 5 ans, qu'on n'entend jamais, c'est qu'on est beau, on est bon, on est fort. Et je vous le dis, il faut se le mettre dans la tête. Chaque fois que je le dis, j'ai cette réaction-là. Il faut y croire. On a tout ce qu'il faut au Québec. Fait que si dans 5 ans, on a fini par y croire, on va avoir gagné énormément en tant que club. Énormément. C'est ça. Oui. Je vais prendre le prochain mot. Peut-être que pour être en mesure d'arriver là, il faudrait, d'ici 5 ans, puis je pense que c'est ça l'objectif commun, aussi d'avoir une chaîne de valeur complète de la découverte jusqu'aux essais cliniques, puis même l'accès où tout est facilité, même au niveau réglementaire, pour que, franchement, là, venir faire affaire au Québec pour développer une nouvelle thérapie ARN, c'est du bonbon, puis tous les acteurs travaillent les uns avec les autres, puis on sait exactement qu'est-ce qui nous attend à la prochaine étape. Je pense que ça va nous permettre de pouvoir se vanter qu'on est beau, qu'on est bon, qu'on est fort. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on soit très audacieux. Parce que c'est avec l'audace qu'on peut vraiment pousser les choses. Vraiment essayer de faire des trucs, des essais cliniques N equal to 1 qui sont vraiment comme in utero, right? Dans le fœtus. On peut commencer à corriger des trucs dans le fœtus. On a des données qui montrent que c'est faisable, qu'on peut aussi livrer des protéines recombinantées
qui fonctionne super bien. Donc, vraiment se positionner de façon audacieuse, comme quoi qu'on est capable de pousser les choses. Et L'audace, l'ambition. Et de l'ambition, exactement. Parlant d'ambition, nous, on a un objectif de créer 15 nouvelles entreprises ARN, donc d'être capable de pouvoir les créer, qu'elles soient significatives, d'avoir un portfolio qui représenterait une valeur monétaire intéressante parce que le degré de maturité est suffisant pour qu'elles deviennent des thérapies intéressantes pour les investissements importants. Donc, si on pouvait atteindre ces éléments-là, là, je serais très heureux. Et de la richesse. Oui. Et, on peut pouvoir la partager. Oui. Moi, ma vision, c'est il n'y a pas beaucoup, tu sais, il y a toutes sortes de modalités en essai clinique présentement, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment arrivés en clinique. J'aimerais avoir une modalité qui a émergé de notre écosystème, quelque part au Québec, là, qui arrive à l'application. Je voudrais avoir quelque chose made in Québec. On l'a fait déjà, on peut le refaire. Des fois, on le vend un petit peu trop. Il y a des patents pour des drogues antivirales, par exemple, qui ont été cédés un petit peu trop facilement. On a définitivement le potentiel, la profondeur et la capacité. J'aimerais ça qu'une découverte faite, au moins en partenariat avec D2R, en tout cas, puisse être mobilisée vers l'industrie. Puis je pense que vous allez être de toute façon des partenaires d'une façon ou de l'autre, ou de plusieurs façons dans le processus. Mais ce que j'espère, c'est d'avoir une découverte faite ici qui va être mobilisée pour un impact pour des patients ou dans l'industrie d'ici 5 ans. C'est ce que je souhaite. Avec ça, je vous demanderai de me joindre et d'applaudir nos panélistes. Ben, c'est ça. Je vais donner. Oui, c'est ça, on est bon. Le lunch est là. Je vais donner le mot de la fin. Le mot de la fin. Ce que vous avez entendu ici, c'est qu'il y a une opportunité, qu'il y a énormément de collaboration. Ça, c'est un trait qu'on ne voit pas tout le temps. Certaines autres sociétés sont plus basées sur la compétition. Quand tu as une masse critique, tu peux te permettre peut-être un peu plus de compétition. Nous, c'est l'aspect vraiment, ce qu'on a entendu, c'est vraiment la collaboration. L'intégration, comment parler de différents langages, s'engager, mobiliser connaissances, puis faire les choses de la bonne façon. On a un panel au complet sur l'équité, l'impact sur les gens, pas travailler en silo puis l'imposer à des gens, écouter, intégrer, par exemple, les patients. On a entendu même qu'on aurait dû probablement mieux le faire sur notre panel. Merci Yann. Mais toutes ces choses-là, finalement, finissent par être un cercle vertueux qui accélère la connaissance vers l'application. Ceci étant dit, merci aujourd'hui d'être là. Et puis, il y a un petit lunch à l'extérieur. C'est ça, juste à l'extérieur. Merci bien.